Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur Global TV Africa, la chaîne de la diaspora. Dans le cadre de notre émission Au cœur de l'actualité, nous rendons visite à M. Sylvain Debogou. Sylvain Debogou qui est consultant en relations internationales. Il est titulaire d'un master obtenu à London Metropolitan University. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous allons essayer de parcourir ou bien de dépeindre l'actualité internationale. Monsieur Sylvain, bonjour. Bonjour, comment ça va? Tout le plaisir est à moi et je vous remercie une fois de plus. Et je profite en même temps pour dire du courage à votre équipe qui, dans la communauté africaine ici au Royaume-Uni, se bat pour vraiment faire entendre la voix des sans-voix, c'est-à-dire la diaspora africaine qui n'a pas accès aux grandes chaînes de télévision. Déjà introduit le débat en se statuant surtout sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le pays d'où nous sommes tous originaires. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un certain phénomène qui passe inaperçu, qui est même dénoncé sur les réseaux sociaux, surtout ce phénomène d'enlèvement d'enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, à ce niveau, je vous remercie pour m'avoir posé cette question. D'abord, je tiens à m'incliner devant les victimes de ces enlèvements et assassinats d'enfants. Je tiens aussi à dire aux parents qui ont perdu leurs enfants d'être très solides et surtout de croire qu'un jour justice sera faite. Alors quand vous me voyez aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de raser ma tête comme ça, mais je pense que je porte le deuil de ces enfants et de la justice en Côte d'Ivoire qui fait défaut, parce que des enfants sont enlevés. Avant cette CAN, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, des enfants ont été enlevés chaque jour et rien n'a été fait pour arrêter ce phénomène. Mais curieusement, après la fin de la Coupe, le phénomène a été ralenti par magie. Et donc, je m'incline une fois de plus devant ces enlèvements et ces assassinats d'enfants qui vraiment forment l'avenir de la nation. Je pense que dans toute nation, lorsque des gens dirigent, qu'ils soient des dictateurs ou des démocrates, on a toujours placé l'enfant au centre de la politique pour dire l'enfant ou bien l'enfance est l'avenir de la nation. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, rien n'a été fait jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, qui parle d'enfants parle d'avenir. Mais que pensez-vous de tout ce retard qui a été mis pour que le gouvernement ivoirien puisse se prononcer sur ce phénomène qui, à mon sens, est en désuétude avec nos valeurs africaines? La justice en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, n'existe pas. Et rien n'a été fait jusque-là pour poursuivre ou bien pour démanteler ceux qui sont derrière, en tout cas ces enlèvements et ces assassinats d'enfants. Et ce que nous avons tous lu un peu partout avec nos contacts en Côte d'Ivoire et ailleurs, ces enlèvements ou bien les quelques personnes qui ont été arrêtées, certaines d'entre elles ont dit qu'elles sont en mission, qu'elles ont été envoyées. Mais la suite, où elle est? Aujourd'hui, nous n'avons pas la suite. C'est comme si le peuple ivoirien est devenu amnésique face à ce phénomène vraiment qui relève d'un autre âge. Mais je pense que la vérité finit toujours par rattraper le mensonge et qu'un jour, ces parents qui ont perdu leurs enfants, ces enfants qui ont été tués, auront la justice qu'il faut, parce qu'il ne s'agit pas de passer dans les cours ou bien devant l'écran de la télévision et dire tel type a donné 1 million, a donné 500 000 francs CFA. Les parents ne mettent pas leurs enfants au monde pour les vendre à 1 million de francs CFA. Il n'y a pas de prix pour un être humain. Et donc, ceux qui sont derrière, ceux qui commettent les crimes doivent être démasqués et punis par la justice ivoirienne, si elle existe encore. Merci Monsieur Sylvain Debogou. Vous êtes titulaire d'un master en relations internationales. Vous êtes écrivain.
vous avez à votre actif 3 œuvres littéraires. Et pour couronner tout ce talent, vous avez été élu comme le secrétaire de section FPI de Londres. Pour la fonction du secrétaire général de section FPI de Londres que vous occupez, je pense que nous ne pouvons parler d'actualité sans se référer un peu à l'événement qui se passe en Côte d'Ivoire concernant votre parti, le Front populaire ivoirien. Merci une fois de plus. Il faut retenir que toutes les grandes organisations, donc y compris le FPI, le Front populaire ivoirien, à un moment de leur vie, ont besoin de se refaire. Car la vie n'est pas rectiligne, elle n'est pas une ligne droite. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que mon parti se trouve. Le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et précisément dans le FPI, a été réglé depuis le 5 mars dernier par le comité central du parti. Il s'agit simplement de dire au président ou bien à l'ex-président du parti, le camarade Pascal Affi-N'Guessan, qui n'était plus à même de représenter le parti à quelque niveau que ce soit. Et donc la décision a été prise. On a un peu traîné, comme les gens le disent. Les militants impatients disaient que la direction du parti a traîné, mais il fallait épuiser, il fallait vraiment épuiser tout ce qui était là comme données, comme règles de notre parti, et c'est ce qui a été fait. Et donc, depuis le 5 dernier, aujourd'hui nous sommes le 7, depuis le 5 mars dernier, le camarade et celui qu'on a toujours appelé le gardien du temple, le professeur Abdraman Sangaré, est le président par intérim de notre parti, le Front populaire ivoirien. Et donc, je pense que le débat est clos à ce niveau et le parti va encore sortir, est sorti du moins de cette crise-là plus grand. Et ceux qui aiment vraiment l'idéologie que Laurent Gbagbo a envoyé en Côte d'Ivoire, ce pourquoi aujourd'hui il est à La Haye, détenu à La Haye, je pense que ceux-là doivent revenir pour que on s'accorde sur les mêmes lignes pour aller combattre ce qui nous préoccupe en Côte d'Ivoire. Je suis quand même dépassé avec une crise si grave qu'on puisse observer des militants qui étaient patients, qui ne se sont pas prononcés n'importe comment dans les journaux. C'est une manière de dire que la maturité politique au pays, il y a quand même une formation par rapport à tout ça. Oui, mais il faut reconnaître, ce n'est pas de l'autosuffisance, mais il faut reconnaître en Côte d'Ivoire, lorsque le vieux parti, je veux parler du PDCI, était là, bon, cette formation n'était pas, en tout cas n'existait pas, parce que lorsqu'on criait un peu, on était nommé ministre ou bien secrétaire quelque part dans les rangs du PDCI RDA en son temps. Mais avec le FPI, et il y a eu vraiment la formation politique. Et nous en sommes fiers aujourd'hui. Il faut dire, l'histoire est là, il faut dire, c'est avec le FPI que nous avons vu la création des jeunesses dans les partis politiques. Le PDCI, c'était, mais ici, des étudiants et élèves, tu sors de là, tu deviens automatiquement membre du PDCI. Mais avec le FPI, nous continuons, comme je le disais tantôt, ce n'est pas de l'autosuffisance, nous continuons la formation. Car pour nous, nous croyons, comme Thomas Sankara le disait, en parlant des militaires, un militaire qui n'est pas formé politiquement est un danger. Mais nous, on dit un militant qui n'est pas formé est un danger pour lui-même, pour le parti et pour la Côte d'Ivoire. Donc nous mettons l'accent sur la formation de nos militants. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la patience et l'observation qui ont vraiment été utilisées ou bien qui ont été usées par les militants de base comme d'en haut et partout dans le monde entier au niveau du FPI. Parce que nous avons confiance à la classe dirigeante de notre parti. Ce n'est pas le désordre du FPI. Lorsque je me réfère un peu
au test que vous m'avez montré ici, en faisant par exemple référence à l'article 64 qui régit les tests du FPI, où on disait que le comité central a cette autorité de prendre des mesures disciplinaires au cas où il y avait un cas d'indiscipline. Mais je pense que ce sont ces mesures qui ont été prises par le comité central. Ne pensez-vous pas que le FPI, en prenant ces genres de mesures, est en train de mettre un peu à l'écart, c'est-à-dire cette branche qui était tenue par le président sortant, son Excellence Affi N'Guessan? Ouais. En appliquant les tests, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. En appliquant les tests, je pense que nous avons été patients, c'est-à-dire la direction du parti, le comité central a été très patient, le comité de contrôle, tout cela ont été très patients. Des chances ont été données aux camarades Affi N'Guessan, Pascal Affi N'Guessan, pour se ressaisir. Parce que lorsqu'on est dans un village ou bien dans une organisation et que ton entourage, tous les membres avec lesquels que tu travailles, te disent arrête, il faut écouter. Parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus, on ne comprenait plus le camarade. Et c'est ce qui a justifié cette intervention. Parce que la loi est là, on l'a appliquée. Et comme vous l'avez constaté, vous-même, tout ce qui a été décidé par le comité central, le comité de contrôle, en tout cas tous ces membres statutaires qui se sont réunis le 5, ce sont des tests qui résident dans notre parti, qui ont été mis en place par notre parti. C'est ces tests-là que nous avons appliqués. Nous ne sommes pas allés devant une cour pénale, devant une justice nationale, comme Affi l'a fait pour le condamner. Nous avons appliqué les tests qui sont dans le parti. Et maintenant, ceux qui sont autour du président, de l'ex-président Affi, bon, c'est à eux de revenir ou bien de vouloir partir avec lui. Mais pour l'instant, c'est lui qui a été blâmé. Maintenant, si eux, ils veulent prendre le blâme comme quelque chose de global ou bien qu'ils soutiennent, donc ils s'en vont avec lui dans le blâme, ils sont aussi indépendants de le faire. Sinon, pour l'instant, c'est lui qui a été blâmé parce que c'est lui qui est le chef des files. Que M. Affi N'Guessan s'entête et qu'il continue de faire des discours parce que soutenu par le pouvoir en place, je pense que au niveau du FPI, la base est là. La base est là et je me souviens encore en 1990, au stade, lorsque le FPI lançait son premier congrès, vraiment qui était ouvert à tout le monde, feu le professeur Bernard Zaïdi Zarou s'adressant au président de la République, Laurent Gbagbo, disait ceci, et je cite: « À mon très cher frère des moments difficiles, il ne faut jamais oublier que le leader est parce que le peuple est. » Et donc Affi doit mettre cela en pratique. Si réellement il veut représenter le FPI, qui veut retourner aux commandes, il faut qu'il prenne en considération ou bien en compte ce que la base lui dit de faire. Il ne peut pas diriger le parti comme un dictateur. Et je pense que autour de lui aujourd'hui, les gens sont réticents. Et quand vous regardez aujourd'hui sa nouvelle équipe, ce n'est pas pour me moquer d'eux, mais par rapport à l'équipe précédente, je dirais que sa nouvelle équipe est insignifiante. Parce que je ne peux pas comprendre que le camarade Affi N'Guessan nomme le professeur Matt Ago comme et dans sa mission, la libération du président de la République détenu à La Haye injustement. Elle va en mission, elle revient, elle fait son CR et le lendemain, on la licencie. Est-ce à dire qu'il voulait l'avoir dans ses bottes? Voici la réalité. Et je pense que le peuple ivoirien et surtout les militants du FPI ne sont pas dupes. Ils comprennent déjà le jeu auquel le camarade Affi N'Guessan se livre et nous savons déjà dans quel filet il est pris. Donc, il peut aller parler, mais à la longue, c'est la masse qui va décider. Oui, face aux décisions qui ont été prises par le comité central, il y a eu une vague d'intervention, c'est-à-dire toutes les représentations du FPI au niveau du Royaume-Uni, de la France, du Sénégal et même de la Côte d'Ivoire
ont tous approuvé de façon unanime la décision qui a été prise. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, nous avons à notre propre niveau et niveau personnel, dans la presse écrite et sur d'autres chaînes, nous avons toujours défendu cette ligne. Nous avons dit le camarade devait se ressaisir, le camarade Afin N'Guessan devait se ressaisir. Donc au passage, je soutiens de façon totale le communiqué que les représentations dirigées par notre représentant Abdon Georges Baïto, en tout cas, cette déclaration, nous la soutenons fermement et nous pensons que le camarade Afi va se réveiller et bon, les choses vont aller pour que réellement en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, le FPI s'attelle à chercher à revenir au pouvoir parce que nous vivons depuis un certain temps dans une dictature qui n'a pas de nom. Nous sommes toujours sur Global TV Africa, la chaîne de la diaspora. Et aujourd'hui, nous recevons M. Sylvain de Bogou. Voilà, Sylvain de Bogou à qui nous rendons visite dans ses offices. Et nous avons tous eu à l'entendre sur la crise qui était en train de s'écouler, ce parti démocratique, ce parti qui a donné l'exemple à toute la communauté africaine, ce parti qui a fait naître un certain enthousiasme à tous les militants qui sont pour la démocratie et pour les valeurs, qui sont pour le respect des valeurs républicaines. Monsieur le secrétaire général, que pensez-vous exactement de cette justice ivoirienne qui aujourd'hui, qui prend la première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui est députée, qui a quand même toujours son immunité parlementaire, mais malgré cette immunité parlementaire, qui aujourd'hui est traité comme un vulgaire personnage. Que pensez-vous de la justice de la Côte d'Ivoire? Justice, 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 je dirais à bas la justice en Côte d'Ivoire parce qu'elle n'existe pas. Et d'entrée de jeu, je disais que je me rase la tête désormais parce que je porte le deuil de la mort de cette justice également en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. C'est simplement des personnes rassemblées pour accomplir une mission, celle que Dramane Ouattara leur a confiée. Parce que dans une nation qui se dit une nation de justice ou bien démocratique, où les valeurs humaines sont respectées, on ne traite pas des gens de cette façon. Je prends un exemple. Afin N'Guessan et Michel Gbagbo arrêtés au même moment, envoyés dans la même prison, relâchés au même moment, liberté provisoire, et Afin N'Guessan écope de 2 ans, Michel Gbagbo 5 ans. Ce qui veut dire que pour Afin N'Guessan, c'est déjà la relaxe, Michel Gbagbo, lui, doit repartir. Alors que lorsqu'on prend les deux personnes, Michel Gbagbo, fils du président, n'a jamais eu une fonction officielle au niveau de la gestion de l'État. Afin N'Guessan, premier ministre sous Gbagbo, ex-président du FPI. Curieusement, il écope de 2 ans, donc relax, et Michel doit y retourner. Madame Simone Gbagbo, première dame, députée en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, son immunité parlementaire est balayée du revers de la main, et donc elle écope de 10 ans. Ainsi de suite, le dernier premier ministre du président de la République, également 24 mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais diantre, dans quel pays sommes-nous? Cette justice qui, malheureusement, aujourd'hui, dont tous les noms viennent du Nord, la plupart des avocats, je dirais les juges et tout, qui viennent accuser, qui viennent accuser ces gens-là, viennent malheureusement eux tous du Nord, c'est vraiment flagrant. Aujourd'hui, au niveau de cette justice, à la tête de cette justice, je dirais, on a remplacé Vaudier. Vaudier a été chassé. Et donc, on met qui encore? Un autre du Nord. Comme quoi en Côte d'Ivoire aujourd'hui, seuls les gens du Nord sont intelligents, ils peuvent faire la justice aux gens. Et cette justice, je dis qu'elle n'existe pas. Parce que c'est un groupe de personnes rassemblées qui ont eu mandat d'aller jusqu'au bout d'une mission qui leur a été confiée par Dramane Ouattara, le représentant des institutions internationales et de la France précisément. Mais aujourd'hui, nous constatons que malgré le manque de preuves,
il n'y a pas de liberté pour ceux qui sont là. Ne pensez-vous pas que la justice est manipulée par le gouvernement Ouattara? Oui, bien sûr, c'est ce que je disais tantôt. Et ils n'appliquent pas le droit. Ils n'appliquent pas le droit. Et Simone, la camarade, comme je le dis, Simone l'a bien dit lorsqu'elle s'adressait à l'un d'entre eux pour dire de repartir à l'école pour encore étudier le droit. Parce que ce n'est pas le droit. Ils sont en mission pour écarter leurs adversaires politiques. Les adversaires politiques qu'ils craignent. Parce que ce sont des personnes qui sont humbles. Ces gens qu'on détient aujourd'hui derrière les barreaux, bien qu'on condamne. Mais politiquement, qui sont craints par tous les membres du RDR. Voilà le problème. Donc ce n'est pas une justice juste ou bien une justice normale, mais c'est simplement un plan qui a été mis en place pour écarter les adversaires politiques, c'est tout. Monsieur le secrétaire général, nous savons tout ce que vous avez dit, compte tenu de la situation, de l'événement et surtout de l'actualité brûlante dans votre parti. Est-ce que vous pensez que le FPI peut présenter un candidat à l'élection présidentielle 2015? Oui, vous me demandez si mon parti, le FPI, aura un candidat en 2015. Ce que j'ai à dire pour l'instant, nous respectons la hiérarchie au niveau du parti. Nous venons d'avoir notre nouveau président par intérim, en la personne du professeur Abdraman Sangaré. Et je pense que si le parti doit présenter un candidat, ce sera décidé après un congrès qui est l'organe suprême de notre parti. Et je ne pourrai pas vous dire plus que ce que je viens de vous dire, parce que la hiérarchie, comme je le dis, est respectée chez nous. En tant que secrétaire général, est-ce que vous aviez un mot pour le professeur Abdraman Sangaré, oui, le nouveau président qui vient oui, à l'égard du gardien du temple, c'est comme cela que nous l'appelons au sein du parti, je lui dis merci d'avoir accepté le choix que les camarades ont porté sur lui. Je lui dis merci pour la décision qu'il a prise pour diriger le parti, malgré toutes les pressions qu'il subit de ça et de là. Je lui dis merci encore parce que il a décidé, il a accepté de diriger le parti en l'absence de son frère et de son ami de lutte, le président Laurent Gbagbo, qui, je suis sûr, nous reviendra très prochainement. Donc, qu'il sache que nous, au FPI, nous sommes derrière lui, nous le soutenons totalement et il n'y a pas de problème. Nous sommes là, nous sommes à son écoute. Merci. Oui, monsieur Sylvain de Bogou, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est votre programme au niveau de Londres pour votre activité, pour vos activités futures? Pour nos activités futures, le point d'achoppement, il faut dire, hein, c'est la mobilisation, c'est le grand point au niveau de nos activités. Il y a aussi la formation politique. Bon, je cite ces deux points qui n'épuisent pas notre programme. Cependant, nous avons l'œil tourné vers Abidjan à travers notre représentant, le camarade Abdon Georges Bayeto, parce que un nouveau président vient de prendre fonction et donc à travers le représentant, nous regardons vers Abidjan. Peut-être que d'ici peu, nous allons recevoir d'autres instructions et donc nous allons tenir compte de ces instructions pour aménager notre programme d'action. Sinon, je profite de votre antenne pour dire que le 14, le samedi 14 déjà, nous avons une réunion de bureau à notre niveau, au niveau de notre section, pour parler d'une AG et pour revoir également ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire notre programme pour l'ajuster. Même si Abidjan n'a pas encore fait, donné encore le temps, mais à notre niveau, par rapport au temps perdu et un peu aux militants qui hésitaient par rapport à la crise, nous devons de nous réorganiser. Et pour cela, il y a une réunion des membres du bureau le samedi 14 de ce mois.
Oui, monsieur le secrétaire général, je pense que l'Afrique en mouvement, l'Afrique est réellement en mouvement. Nous avons Boko Haram qui est en train de sévir au Nigeria, qui est en train de sévir presque dans le nord de l'Afrique. Il y a des bandes armées au Mali. Il y a le cas de la Libye. Je pense que le continent africain n'est pas du tout à l'abri de tout ce qui est insécurité. Et aujourd'hui, nous constatons que le président, son Excellence Laurent Gbagbo, le président légitime de la Côte d'Ivoire, se retrouve enfermé grâce aux décisions de la communauté internationale. Je vous dis merci. Je vois que votre question comprend deux parties. Le président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, enfermé de façon injuste à La Haye, ça c'est le premier point. Le deuxième point, Boko Haram, en gros le terrorisme qui menace le continent africain. Oui, à travers, en tout cas, l'arrestation du président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, la démocratie a pris un grand coup. Je dirais même que l'Afrique a reculé dans la démocratie parce que il faut vraiment voir les médias un peu partout. Le problème ivoirien a affecté beaucoup de nations. Les frères camerounais ont pris le problème ivoirien comme si c'était le leur. Et donc, nous sommes en symbiose avec eux. Même si Paul Biya a fait 30 ans au pouvoir, mais quand même les frères camerounais, les sœurs et frères camerounais ont pris le problème ivoirien comme le leur. Ça signifie que ce que Laurent Gbagbo défendait sur les bords de la lagune Ébrié était partagé dans beaucoup de pays africains. Et c'est cela qui menaçait, en tout cas, le contrôle, qui menaçait le contrôle de la France ou bien des pays occidentaux sur, en tout cas, l'Afrique. Parce que ce que Gbagbo a sémé en Côte d'Ivoire comme une graine a commencé à donner des grains et a commencé à faire l'effet d'une boule de neige. Donc les Occidentaux, les investisseurs qu'on appelle internationaux, les grosses boîtes s'inquiétaient de leur perte de vitesse. Parce que perdre la Côte d'Ivoire, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, dans le fond ou bien dans l'économie française, l'argent que la Côte d'Ivoire dépose, c'est au moins 46% ou bien presque 50% de son PIB lorsqu'on vend tout ce que nous avons à vendre, café, cacao et autres. Vous voyez. Et donc perdre la Côte d'Ivoire, c'était perdre carrément l'Afrique. Et cela a menacé les intérêts français. Mais quoi qu'on dise, l'Afrique sera libre. Que Laurent Gbagbo soit enfermé, que Blé Goudé soit enfermé. Quelque part, je disais, Laurent Gbagbo a semé plein de petits Gbagbo dans la tête de chacun. Et donc, son enfermement là-bas, à La Haye, ne peut pas arrêter le courant de l'histoire. Et c'est un Français qui le disait, je vais encore le citer, malheureusement, on a été formulé ou bien formé à la moule française, donc nos pensées vont souvent vers la France. C'est Émile Zola qui disait, lorsqu'il écrivait au président Faure, dans sa lettre, j'accuse, il disait, la vérité est en marche et rien ne peut l'arrêter. C'est aussi notre cas. En Côte d'Ivoire, l'histoire est en marche. La vraie histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique est en marche. Ce n'est plus une histoire que nous allons hériter de la part de la France, des Français qui s'asseyent dans leur bureau pour écrire notre histoire. C'est nous-mêmes qui mettons la main à notre histoire. Nous mettons la main dans la pâte. Et donc, que Laurent Gbagbo reste à La Haye ou pas, l'Afrique va échapper à la France et aux autres nations qui contrôlent ce continent-là, qui est plein de richesses et qui malheureusement qui est le plus pauvre aux yeux de tout le monde. Et donc, je dis, la démocratie, elle a pris un coup, mais elle va revenir parce que nous sommes là, les médias sont là. La crise ivoirienne, il y a un point qu'il faut souligner, la crise ivoirienne, c'est, comme on le dit, à quelque chose malheureux. Pourquoi? Elle s'est passée d'abord
au moment où les réseaux sociaux sont développés, les médias sont développés devant les écrans. Ce qui se passe aujourd'hui à Gagnoa sur la minute qui suit, à Boaké, à Korogo et partout. Et donc rien n'est caché aujourd'hui. Malheureusement, l'ONU n'a pas de preuves parce que l'ONU est aujourd'hui incluse dans cette affaire. La France n'a pas de preuves quand le président Laurent Gbagbo, il est détenu de façon injuste. C'est un adversaire politique. Il n'est pas l'adversaire politique de Ouattara. Ouattara n'est rien devant le président Laurent Gbagbo. Ouattara, c'est simplement la mère de la France. Et donc, c'est la France, qu'elle soit de gauche ou de droite, qui a peur de Laurent Gbagbo pour ses intérêts. Voici ce que j'ai à dire sur ce point. Le deuxième point, qu'est-ce que le FPI fait face à Boko Haram et au terrorisme international qui menace l'Afrique? Pour le moment, nous ne sommes pas au pouvoir, donc nous ne prenons pas les décisions. Nous n'avons pas l'armée ivoirienne à notre disposition pour envoyer les gens, comme le Tchad le fait aujourd'hui et le Cameroun le fait. Mais il faut savoir que Boko Haram est la conséquence des nations américaines et occidentales. Boko Haram n'est pas né de façon ex nihilo. Ce sont les armes venues de la Libye que la France a déversées en Libye pour que Kadhafi soit assassiné, qui sont tombés dans les mains de ces gens aujourd'hui, qui n'ont pas été inclus dans leur système, qui n'ont pas de travail, des gens auxquels on avait promis le paradis sur terre après Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye n'existe pas. Donc ils sont descendus vers le Mali. Et c'est eux, ils sont armés, même si le Mali avait son problème avant, mais ces armes-là, je ne pense pas que au Mali, dans le désert, on a des usines pour fabriquer de ces armes-là. Boko Haram et encore, quand des Camerounais, l'armée camerounaise saisit des combattants de Boko Haram, avec entre eux 8 Français blancs, et la France, à travers son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, réclame ces Français, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des gens, des terroristes, tu les réclames chez toi, parce que chez nous en Afrique, on ne peut pas bien les juger. Non, il faut que la France arrête de se moquer de l'Afrique. C'est la France qui les entraîne. On se souvient encore, partout, on a cette information, cet avion porteur d'armes lourdes français, cet avion français qui, par la grâce de Dieu, je deviens un peu chrétien ou bien croyant, par la grâce de Dieu ici, qui est tombé en panne au Nigeria et avec des écritures russes, mais quand on arrive là, quand on voit dans cet avion, ce sont des armes françaises, c'est la France. Et ce qui a précipité en décembre, le 6 décembre, si j'ai bonne mémoire, la descente en cascade de François Hollande en Russie pour parler à Poutine. C'est de cela qu'il s'agit. La France triche avec ses alliés pour détruire l'Afrique. Et c'est cela. Donc, j'ai dit, le jour que nous on revient au pouvoir, on pourra penser comment résoudre le problème de l'insécurité sur le continent et surtout en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire même, il y a l'insécurité. Pour le moment, on n'a pas Boko Haram, mais on a des tueurs partout. Tous les FRC sont des tueurs. Ils ne sont pas des hommes de l'armée, ce sont des gens qui ont été pris dans la rue et à qui on a donné des armes pour terroriser nos populations. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a le terrorisme dirigé par Dramane Ouattara qui tue nos parents. Monsieur Sylvain Debogou, merci d'avoir accepté que nous soyons dans vos offices. Global TV est réellement satisfait de votre prestation. Nous avons besoin de ce genre d'intervention, surtout des débats intellectuels, ce qui caractérise notre télé, parce que qui parle de diaspora, parle d'intellectuels, parle d'Ivoiriens qui ont été formés, qui ont été instruits aux valeurs réelles des médias. Une fois encore, quel est votre dernier mot? Avant mon dernier mot, je tiens encore à dire du courage à Global TV Africa et je souhaite que vous passiez maintenant à l'étape supérieure et créer votre télévision, une grande télévision où les Africains vont venir s'exprimer parce que nous racontons dans nos démarches, dans nos
sortis, beaucoup d'Africains, oui, qui n'ont pas cette chance de s'exprimer, alors que les Africains ont beaucoup à dire par rapport à ce qui se passe sur leur continent. Les Africains ne sont pas les derniers au niveau intellectuel ou bien au niveau même de la création, mais simplement la voix ne leur est pas donnée. On voit aujourd'hui à Londres et un peu partout, lorsqu'il y a des marches, les télévisions nationales, les grosses télévisions n'arrivent même pas, refusent catégoriquement de couvrir ces événements-là. Parce qu'ils savent, ces gens-là qui sont derrière savent que ces Africains réclament des choses qui leur appartiennent. Donc je vous remercie du courage dans votre travail. Mon dernier mot, c'est une fois de plus que ceux qui se font définir comme la communauté internationale ouvrent bien les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux parce que l'injustice se passe dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Plus de 80 intellectuels et cadres de mon parti, le FPI, viennent d'être jugés de façon injuste. Et ils ont été condamnés de façon injuste devant les médias. Parce que dans cette cour à Abidjan au plateau, les journaux occidentaux sont présents. Mais rien n'est fait dans la chancellerie occidentale. Alors que c'est de là que le problème ivoirien a ses origines. Alors qu'ils prêtent bien attention par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Europe, lorsque un chat est perdu ou bien se perd, on fait un grand communiqué dans le quartier pour qu'on retrouve le chat. Mais en Afrique, on ne tue pas milliers. La vie du noir est égale à la vie de n'importe qui d'autre dans le monde. Il faut que les Occidentaux arrêtent d'appliquer la traite négrière. Ils ont dit qu'elle est terminée. C'était un moment, c'était un passage. Mais il faut qu'ils arrêtent. Parce que Laurent Gbagbo à La Haye, c'est aussi une injustice. Blé Goudé à La Haye, c'est une injustice. Il faut qu'ils réparent cette injustice-là. Nous savons que les Occidentaux ont un problème de façon congénitale à reconnaître leur tort devant un noir. Mais cette fois-ci, je pense que c'est la fin. Il faut qu'ils acceptent. Si l'ONU couvre toutes les nations, petites ou grandes ou moyennes, il faut qu'ils respectent également l'inviolabilité de nos nations à chaque fois. Lorsque au pouvoir, il y a un patriote ou bien un nationaliste qui vient, il faut envoyer l'armée pour créer des rébellions. Il faut que la France cesse cela. Il faut que les États-Unis également cessent cela. Les États-Unis, dans les années 60-50, étaient quand même la nation qui était anticolonialiste. Mais cette fois-ci, son expansionnisme nous étonne à cause des intérêts. Il faut que ces grandes nations dites communauté internationale arrêtent. C'est le message que j'ai à passer. Je demande également aux militants de Londres de se motiver, de se mettre à la disposition de notre section. Et je le dis toujours à nos réunions, que cette section que je dirige, demain je peux partir, elle ne m'appartient pas, elle n'est pas une chose privée. Alors si on s'assoit à la maison parce que je suis à la barre, ou bien dans mon bureau parce que tel type est dans mon bureau, ce n'est pas ça la politique. Nous devons aller libérer ensemble la Côte d'Ivoire. J'ai besoin de tous les militants à la section de Londres. J'ai besoin de leurs idées. Je vous remercie. Merci, ainsi prend fin notre émission. Merci, M. Sylvain de Gougo. Merci.